Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, merci de nous retrouver. Nous sommes en direct sur Radio M, la petite radio du Grand Maghreb, et nous allons partager avec vous une heure d'informations. On va revenir sur l'actualité qui vous a marqué, qui nous a marqué à travers le regard, les oreilles et les yeux de nos journalistes autour de cette table. Aujourd'hui, il y a Hassan Haddouche, journaliste spécialiste en économie. Bonjour Hassan. Bonjour. Il y a Choukri Amari, chroniqueur à Al-Watan, qui nous a rejoint. Il y a également Al-Qadi Hassan, éditeur d'Interface Média de Maghreb émergent. Et il y a également Abed Sharif, journaliste indépendant. Et écrivain, on ne le dit jamais assez. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis tombé sur plusieurs de ses livres dans ma bibliothèque cette semaine. Moi aussi, je crois le journal, j'ai écrit un livre. Bon, on notera que c'est Ihsan qui l'a relevé et non pas Sohail Abdel. Vous comprendrez plus tard pourquoi. C'est parti donc. Un petit tour de table, comme d'habitude, sur ce qui vous a marqué. Abed Sharif, on va commencer par toi en un mot, une déclaration, une image. Le président Bouteflika a reçu sa carte de l'UJTA hier. Par les mains de Sidi Saïd. Oui, c'est Sidi Saïd qui lui a remis sa carte. Donc ils vont enfin pouvoir travailler, c'est ça? Je ne sais pas ce que ça signifie. Sur le même sujet, pour le 60e anniversaire du GTA, la présence du patronat privé, un accord, la syndicalisation. Le patronat privé réserve l'exclusivité de la syndicalisation à l'UGTA. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou s'il faut... Ça faudra demander. Et la radio invite le matin le patronat et pas l'UGTA. Dans l'émission phare du matin. Ouais, nouvelle réorientation, on va dire. Choqué. Je ne suis pas économiste, mais effectivement, l'accord qui a été plus ou moins déboulonné, on ne sait pas. Et d'ailleurs, ça va être le sujet d'aujourd'hui, je pense. Sur l'Union européenne, les produits. Oui. Est-ce qu'on va payer plus cher? Oui. Tu as vu juste. Tu as vu juste. Oui, moi je pense qu'il y a deux sujets d'actualité. Il y a disons le cafouillage sur l'accord avec l'Union européenne, enfin le régime douanier avec l'Union européenne, et puis il y a aussi ce qui n'est pas une réunion du Conseil de l'énergie, mais qui y ressemble, c'est quelque chose qu'on réclame depuis des années et des années. Bon, on en a eu un cette semaine. Donc sauf que c'est le président qui est à sa tête, et c'est lui qui décide, et c'est lui qui réoriente. Alors justement, on va en parler. De tout ça, il y a une question principale qui ressort peut-être, permettez-moi de la poser. Est-ce que l'État est en train de réorienter sa politique économique, ou est-ce qu'il procède tout simplement à un rééquilibrage? On va commencer par ce télégramme de l'administration des douanes à ses services, qui nous apprenait donc hier que l'administration des douanes a été destinataire d'une décision du Premier ministre datée du 14 février, adressée aussi au ministère des Finances et du Commerce également, les informant que l'ensemble des franchises et livrets sont considérés caduques à partir du 1er janvier 2016 et qu'elle devait donc appliquer ces décisions. L'information n'est pas démentie par le ministère du Commerce, elle n'est pas démentie par le ministère des Finances, elle n'est pas démentie par le Premier ministère, elle est démentie par une source diplomatique algérienne à l'ambassade d'Algérie à Bruxelles, reprise par un site d'information sur Internet qui s'appelle TSA et qui souligne, grosso modo, que ça ne concernait que les produits soumis aux licences d'importation, autrement dit l'automobile, le rond à béton, l'acier et le ciment. Voilà donc qui met fin aux supputations. L'accord ou les accords tarifaires de l'Algérie avec l'Union européenne et la zone de libre-échange ne sont pas suspendu. Ballon de sonde ou pas, réponse de l'Union européenne qui s'insurge ou qui s'est insurgé contre la politique des quotas de l'Algérie il y a à peine quelques jours. Qu'importe, ça nous recentre sur la question cruciale, j'allais dire, qui est donc qu'est-ce qui est dans notre intérêt et qu'est-ce qui ne l'est pas. Pourquoi est-ce que l'Algérie en crise ne peut-elle pas justement rompre cet engagement avec l'Union européenne si elle considère qu'elle n'y trouve pas son compte? Je vous pose la question. Arsène. Alors, je pense que la question de savoir si l'Algérie doit rompre ou pas, on va en parler dans un deuxième temps. Tu voudrais revenir d'abord revenir un peu sur le cafouillage. Alors, il y a des points de vue qui disent que, en fait, il y a une mauvaise interprétation. Il n'a jamais été question de suspendre quoi que ce soit et que ça concernait uniquement les produits soumis à licence. En fait, il faut rappeler à nos amis auditeurs que les produits soumis à licence, ce sont trois grandes lignes de produits. C'est les ciments, l'automobile et le rang à béton. La directive de la douane est extrêmement claire. Nous avons été à Maghreb émergent les premiers à la sortir.
7 ou 6 minutes avant TSA, je me permets de le dire parce que tu as cité TSA, mais c'est nous qui avons sorti ça les premiers. TSA, c'était le démenti. Oui, tu parlais du démenti, mais l'information sur la suspension, c'est nous. Et c'est une suspension. Pendant 24 heures, l'Algérie a soumis au régime douanier général, standard, commun, toutes les marchandises, y compris celles qui venaient des zones avec lesquelles l'Algérie a signé des accords de libre-échange, les deux principales étant l'Union européenne et la zone arabe de libre-échange. Et ça, c'est en dehors des 3 lignes de produits. Il y a eu toutes sortes d'intrants, c'est arrivé sur plusieurs ports, etc. Et c'est resté 24 heures. En fait, ce qui s'est passé après, on a levé cette mesure. Il n'y a pas eu un démenti. Il y a eu un deuxième Telex qui a dit voilà les nouvelles dispositions, ça touche tel et tel produit. Mais pendant 24 heures, tous les produits qui venaient du monde entier étaient soumis au même régime douanier. Tu penses? Voilà. Alors ça c'est pour dire, non, ça c'est pour rétablir les faits, c'est extrêmement important. C'est-à-dire si on ne dit pas ça, on va laisser penser qu'il y a eu des douaniers, des hurluberlus qui quelque part ont mal interprété. Le Telex, on l'a sorti nous. Il est sur Maria Méjean, TSA aussi l'a sorti. Il est très clair. Tu viens de le lire, c'est toutes les franchises sont suspendues. La question, c'est est-ce qu'une telle décision aussi importante peut passer simplement par un télégramme et ne pas concerner le ministère du Commerce, ne pas concerner le ministère des Finances et que ça ne se prenne pas avant de revenir sur le fond du débat. J'ai posé la question hier à des gens du ministère du Commerce. Tu ne parles pas dans le micro comme d'habitude, Hassan. J'ai posé la question hier à des gens du ministère du Commerce, disons, et à un ancien directeur général du commerce extérieur. Lui me dit... Le Telex de la direction des douanes, adressé aux directions régionales, était mal rédigé. Il était mal rédigé, c'est-à-dire la personne qui a rédigé ce Telex a dit c'est toutes les franchises qui sont suspendues. Bon. Il a mal rédigé son Telex. Le problème, c'est qu'il fait référence à, disons, dans un télégramme, à une note du Premier ministre adressée au ministère des Finances, au ministère du Commerce. Le problème, c'est que c'est un télégramme, donc on n'a pas vu la note du Premier ministre. Bon. Alors, ce télégramme est mal rédigé, donc il a été mais il est clair. Il est mal rédigé, c'est-à-dire le type se trompe. Mais le télégramme est clair, donc ça a été appliqué par, ça a été. Bêtement. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire que, que les gens qui importent ont payé les droits de douane, disons, pendant 24 heures. Ils ont suspendu leurs opérations pendant 24 heures. Je sais pas. Je veux dire, c'est important. C'est pas une catastrophe nationale. Disons, c'est un dysfonctionnement de l'administration des douanes. Voilà. Alors, le fond du... avant de revenir là-dessus, parce que j'ai quand même... On va revenir sur le fond, parce que justement, je voudrais que l'on parle... que l'on ne parle que de ça, mais je voudrais donner la parole... Pour confirmer avec Hassan Haddouche, juste, effectivement, le premier effet qu'a eu cette mesure, ce n'est pas que les gens qui devaient enlever de la marchandise ont accepté de payer la différence, ils ont retardé leur enlèvement. Donc, la première conséquence qui allait survenir, et sur laquelle des chefs d'entreprise ont tout de suite attiré l'attention, c'est les pénuries. Ils ont dit, nous, les gens ne vont pas enlever la marchandise. Si ça continue, évidemment, si ça avait continué. Une précision technique. Parce que j'ai posé la question hier à des gens du ministère du Commerce. La précision technique au sujet de la mesure qui a été annoncée par les douanes. Ce que m'ont dit les gens que j'ai consultés, disons, qui sont sur ces dossiers-là, ils me disent que la décision qui a été adoptée, de suspension des franchises, elle concerne surtout l'Union européenne et elle ne concerne pas principalement, semble-t-il... La zone de libre-échange arabe. Oui, elle concerne aussi la zone de libre-échange. Mais elle ne concerne pas principalement, semble-t-il, ce qu'on a dit, c'est-à-dire le rond à béton, le ciment et les voitures. Parce que ceux-là, en fait, il n'y a pas de franchise de douane. Elle concerne... D'autres produits, c'est les produits dont on a dit qu'ils étaient soumis à licence automatique, etc. C'est 63 positions douanières, donc, qui sont concernées par l'accord d'association avec l'Union européenne. D'accord. C'est essentiellement des produits agroalimentaires et agricoles. Ah oui, et il y a sur lesquels on a continué à négocier. De ces sujets. Alors, peut-être que vous voulez vous exprimer là-dessus avant qu'on parle du fond du problème, Abed. Non. C'est un faux problème. Je ne note pas qu'on est encore au TLX. Au Telegram. Peut-être qu'on serait sur Twitter, ça aurait pu... Moi aussi, ça m'a frappé quand même. On est encore au TLX, ça. Moi aussi, ça m'a frappé, cette information sur le Telegram. Des décisions... Alors... Mais il faut peut-être noter sur la forme, avant de passer au fond, que ce cafouillage fait l'affaire, c'est toujours des sources qui démontent.
c'est-à-dire des sources anonymes qui demandent des instructions qui sont assez claires, puisque le Telex existait il y a voire une semaine, il y a une autre source qui a démenti un changement de gouvernement. C'est-à-dire qu'on a vraiment dans le cafouillage, il n'y a pas un porte-parole qui pourrait nous expliquer d'une façon claire son nom, son prénom, ce qui se passe. Pour éviter les supputations. On va arrêter d'en faire tout de suite parce que ça pose. Donc quoi, le CPP vote dysfonctionnement, c'est ça? On a voté le dysfonctionnement, c'est ça? Non, on prend acte. On prend acte d'une. Ah non, moi j'ai un point de vue. Bon, je crois pas du tout au dysfonctionnement. Alors tu vas nous expliquer à travers. Je crois pas du tout au dysfonctionnement. C'est trop gros pour que ça soit un dysfonctionnement. Alors, si c'était le cas, on va essayer d'expliquer peut-être cette démarche et peut-être que l'Algérie effectivement y pense parce que là-dedans il n'y a aucun intérêt. Donc, pourquoi est-ce que l'Algérie aujourd'hui, qui est en crise, rappelons-le, ne peut pas rompre ses engagements avec l'Algérie est tentée de rompre, c'est différent. Une partie de l'Algérie, une partie on va dire une partie de l'exécutif en relation avec une partie des milieux d'affaires, peut-être ceux qui bénéficient le moins de l'accord d'association, ceux qui sont le plus exposés à la concurrence de ces produits-là, pensent qu'il faut suspendre. Et j'en veux pour preuve la réaction de M. Yousfi, président de la CGOA, hier. C'est quand même, ça dit des choses, hein. Parce que nous, on a fait notre travail de journaliste, on a fait réagir les gens. Enfin, M. Yousfi a assumé la décision. Il n'a pas dit c'est un dysfonctionnement. Il a dit oui. Il a dit c'est une mesure qu'on attendait. Il a dit je la soutiens. Il a dit on n'a rien gagné avec cet accord d'association. On a dit on n'est pas prêt, nous. C'est ce que dit le gouvernement voilà. aussi. Ouais. Et donc en fait, je trouve que ce que ça a eu de salutaire, ce entre guillemets dysfonctionnement, c'est que ça a fait tomber les masques. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un courant qui veut revenir à la position. C'est un débat après, hein. C'est un débat. Ouais. Il s'est affiché hier ouvertement. Il a dit il faut aller dans cette direction-là. Bien. Monsieur Ben Amour, dont on sait qu'il est, Laïd Ben Amour, un chef d'entreprise prospère et visionnaire, efficace, etc., mais qui est aussi politiquement proche du clan présidentiel. Il est politiquement, il a soutenu le 4e mandat de manière active, donc moi je suis là, mais il est libre de ce grand bien lui fasse. Le problème n'est pas du tout là, on n'en lui fait pas le procès. Il a justifié la mesure. Il a une fonction officielle aussi. Il est président de la Chambre de commerce et d'industrie algérienne. Il a justifié. Il n'a pas soutenu, mais il a justifié. Il a dit ça peut se comprendre. Il y a une hémorragie des devises, etc. Ça dit des choses. Ça veut dire qu'il y a un courant qui, en Algérie, est prêt à aller dans cette direction. Et ça t'étonne, Hersen? Est-ce que ça t'étonne? Je rapporte les faits pour le moment. D'accord. Alors, sur ce point, moi je voudrais quand même Hersen a raison de dire qu'il y a beaucoup de gens en Algérie qui sont hostiles à l'accord d'association et il y a une campagne depuis des années qui souligne que cet accord n'a pas apporté grand-chose à l'Algérie, qu'il a plutôt profité à la partie européenne. C'est un constat d'ailleurs. C'est pas le constat uniquement de l'opposition ou de certains courants économiques, c'est le constat du gouvernement. Je veux dire, il faut quand même qu'on fasse... il faut qu'on fasse un petit peu notre travail de journaliste aussi. C'est-à-dire que le 6 octobre dernier, il y a une réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République qui a dit on n'est pas content de l'accord d'association et on donne mandat au gouvernement d'aller le renégocier. Alors, je vais vous donner une information supplémentaire, c'est-à-dire aujourd'hui même, c'est-à-dire le 25 février 2015, 2016, il y a une réunion avec la Commission. Il y a une réunion aujourd'hui de ce qu'on appelle le comité, disons, Algérie-Union européenne, qui doit parler de ça, qui est programmé pour parler de ça et dans le prolongement de la demande de l'Algérie. Donc c'est aujourd'hui même que s'ouvrent ces négociations pour la révision. Il faut quand même en parler. On est complètement dans les mots. On est complètement dans les mots. Dans le verbiage, dans le sens où cet accord-là, qui est aujourd'hui remis en cause par le gouvernement, a coûté à l'Algérie, je vais dire, 150 milliards de dollars de recettes pour l'État sur les 10 dernières années. Si on prend les importations, ce que le pays a perdu comme taxe douanière à cause de cet accord, c'est 100 à 150 milliards de dollars. Sur les 10 dernières années? Oui. C'est pas 3 milliards? Écoute, non, laisse-moi dire deux choses. C'est pas 3 milliards de dollars? C'est 6 milliards de dollars, ça va? C'est ce que l'État a perdu comme argent. 2, cet accord a détruit toute velléité d'industrie dans le pays.
le 24 février, cette année, la radio, les médias, le gouvernement, tout le monde a essayé d'organiser la journée sous le thème de la réindustrialisation. L'accord a cassé l'industrialisation du pays depuis 15 ans. Donc ceux qui ont signé cet accord, qui l'ont assumé, qui l'ont géré de bout en bout, aujourd'hui, quand ils veulent parler de remettre en cause cet accord, ils doivent d'abord rentrer chez eux. Est-ce que c'est les mêmes qui vont négocier aujourd'hui? C'est une question. C'est le président Bouteflika, c'est les mêmes membres du gouvernement. Sellel était membre du gouvernement, ou Yahya était membre du gouvernement, ou chef de gouvernement. C'est les mêmes. C'est le même personnel politique. Saadani était à l'Assemblée nationale ou la OFL. Ils étaient tous là. Ils ont fait perdre au pays plus de 100 milliards de dollars de recettes fiscales et ils ont cassé toute velléité d'industrialisation du pays. Point barre. Le reste, c'est vraiment insignifiant. Mais ce que tu es en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, vu cet état de fait, on négocie pas, on sait se faire, et on est en état de crise et on peut pas reconsidérer cet accord. C'est pas ceux qui ont tué l'industrie qui vont négocier comment on va réindustrialiser. Sinon, dans 15 ans, on va se retrouver avec le même problème. On va se dire, mais on a encore perdu 15 ans. C'est pas possible. Alors, je voudrais apporter quelques précisions. Sur les chiffres, il y a un bilan qui a été établi par l'ancien ministre des Finances, M. Jody, en 2012, justement au moment où on parlait déjà de renégocier l'accord avec l'Union européenne. Le bilan établi par M. Jody, c'est qu'entre 2005 et 2012, l'Algérie a perdu 2 milliards en cumulé, pas 2 milliards par an, en cumulé, a perdu 2 milliards de dollars de recettes fiscales. M. Jody, c'est le ministre des Finances, c'est le ministre du Budget, donc il doit savoir ce qu'il dit. Il dit en cumulé, entre l'application, entre l'entrée en application en septembre 2005 et 2012, l'Algérie a perdu en cumulé 2,5 milliards de dollars. Et il disait qu'en 2017, on risquait de se retrouver, disons, avec une perte cumulée de 3,5 milliards de dollars. Perte cumulée. Les importations, cumulées. C'est la perte. Sur un taux de douane, sur le taux de douane actuel. Le droit douanier, c'est pas le volume global des importations. Non, mais tout produit confondu. Toute provenance. Tout produit confondu. Non, c'est les pertes. L'Union européenne imputables. Et zone de libre-échange. Non, uniquement zone Union européenne. C'est les pertes imputables à l'application des accords douaniers avec l'Union européenne. Alors, on ne parle pas aussi de c'est des chiffres qui n'ont aucun sens. C'est des chiffres du ministre des Finances. On s'en fout, c'est lui qui a géré l'accord. Il ne va pas dire que j'ai causé la perte du pays. Et tu penses qu'il est plus important ou moins important? Non, attends. Non, mais c'est important d'avancer dans le débat. J'avance des chiffres. On dit des choses. Il faut que je précise. L'Europe fournit à peu près les 2/3 des importations algériennes. La moitié. Ça fait plus de 50%. On est à 60%. Les 2/3. Ouais. Les 2/3 des importations algériennes. Ça représente quelque chose comme entre 350 et 400 milliards de dollars. On calcule, on met 40% de taxes douanières et on voit ce que ça donne. Monsieur Jody est un acteur de cette catastrophe économique. Il n'est pas fiable. Donc les chiffres sont les plus importants. En fait, et de manière générale, les gens qui gèrent, qui rentrent chez eux sans rendre compte ni au Parlement, ni aux Algériens, ces gens-là, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler du tout. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est ça la question. Excellent. Alors ce qu'on fait, il y a eu cette réunion du Conseil des ministres dont a parlé Hassan Haddouche. En fait, la marge de manœuvre de l'Algérie est très étroite. Je pense que l'Algérie aurait pu mieux renégocier, peut-être tout de suite. En fait, la renégociation, c'est parce qu'on arrive sur les 10 ans de l'application. C'est au bout de 10 ans qu'on peut ouvrir. On fait un bilan. Tous les 5 ans. Voilà, donc il y a eu les premières 5 ans. Et voilà, on arrive sur les... Bien, 2007, la mise en œuvre, c'est 2007. Le démantèlement a commencé en 2007. Signature 2003. Démantèlement tarifaire a commencé en 2007. La mise en œuvre de l'accord d'application, c'est septembre 2005 et les accords douaniers, c'est 2007. 2007, bien. Donc les effets de nuisance commencent en fait en 2007. 2007. Bien. De 2007 à 2012, alors il y a la solution, Abd dit, elle n'est pas chez les gens qui ont géré ça. On peut être d'accord. Effectivement, la solution ne peut pas être chez les gens qui ont mis en œuvre, Il faut rappeler que les conditions politiques dans lesquelles Bouteflika a poussé à la signature de cet accord, il venait d'arriver en 2002, il voulait absolument un trophée et l'accord d'association. Il considérait que c'était la grande porte de retour de l'Algérie sur la scène internationale, etc. Et il y a M. Halim Ben Attala qui a rejoint depuis le camp de l'opposition, qui nous a rappelé pendant toute cette période-là qu'on ne l'a pas laissé négocier comme il fallait à Bruxelles et que c'est un mauvais accord, alors qu'il en était quasiment le signataire.
côté algérien. C'est l'exemple typique du personnage qu'il ne faut pas écouter. C'est lui qui a négocié l'accord et il nous dit que c'est un mauvais accord. Voilà. Comment peut-on écouter des personnages agréables? Comment on peut les écouter? Donc, la solution. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? En deux mots, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Les idées ne sont pas dans le camp du gouvernement. Alors, il y a des idées chez d'autres gens qui disent qu'il faut renégocier pour ce qu'on n'a pas utilisé en fait. On savait qu'on allait être inondé par des produits européens qui sont boostés par la franchise douanière, le fait que ça coûte moins cher les automobiles, etc. On baisse les tarifs douaniers, donc ça devient concurrentiel et bon marché. L'Algérie a failli dans sa capacité à placer sur des produits hors hydrocarbures sur le marché européen. C'est ça le vrai problème. Et aujourd'hui, ceux qui disent qu'il faut renégocier, une partie le dit dans l'opposition, il faut que les produits agricoles algériens, il y a un potentiel. Aujourd'hui, par exemple, le batata indefla qui est en excédent, on aurait dû lui aménager un canal de commercialisation sur le marché européen depuis longtemps. On aurait dû obtenir la contrepartie. Or, l'Europe, elle a la même attitude, y compris vis-à-vis du Maroc et de la Tunisie. À la base, le traité, c'était ça, dans les deux sens. En fait. Oui, ça c'est même nos produits. Alors il y en a qui vont plus loin. Je finis sur une autre idée. Il y a moi j'ai beaucoup de respect pour cette personne ressource parce que c'est quelqu'un qui a toujours un coup d'avance. Monsieur Tawfiq Hasni, qui est le grand, on va dire, défenseur du renouvelable en Algérie, qui dit il faut profiter de la renégociation de l'accord d'association avec l'Union européenne pour exiger un accès de l'électricité verte algérienne sur le marché européen, pour demander un accès, un quota qu'on nous prévoit, qui puisse être vendu sur le marché européen. Voilà, demain on ne vendra plus de gaz, on vendra de l'électricité verte. Demain c'est dans 20 ans. Il y a toujours cette espèce de malentendu quand on se place, quand on va négocier avec l'Europe. On va négocier quoi? Pourquoi? Pour obtenir quoi? Quand l'accord a été signé, la forme, il faut se rappeler la forme. Le président Bouteflika, qui considérait qu'il était mal élu, qu'il était gêné, a corrompu l'Europe avec cet accord. Les Européens ont accepté. Les négociateurs le disent, c'est un mauvais accord, mais la décision, on dit, c'est une décision politique. Elle a été prise par le président Bouteflika et les autres ont appliqué. On a le coup aujourd'hui. Si on renégocie aujourd'hui, on renégocie dans quelle logique? Dans une logique économique, dans une logique politique, dans une logique on va jouer le contrôle des réfugiés pour l'Europe. C'est dans quelle logique? C'est là. Tu veux dire, dans quelle position on est aujourd'hui? On ne peut pas négocier s'il n'y a pas un projet politique et économique qui va donner un fondement à la négociation. Le projet économique, c'est la crise. Le projet économique, c'est la crise. Et il faut y répondre. Ça peut être un projet. Est-ce que je peux dire il y a quelque chose, vous avez oublié, Fadel Khadi, c'est la population. En fait, bien sûr que l'augmentation des recettes douanières, c'est une bonne chose. Mais on va voir des prix plus chers ici sur le marché algérien. C'est ce que je voulais dire. Effectivement, l'État va gagner de l'argent. Mais si on renégocie l'accord, l'État va gagner de l'argent, mais la population va en perdre. C'est pas sûr. C'est pour ça, bien sûr, parce que les droits de douane vont augmenter. Tu auras des produits plus chers. Bien sûr. Et ça, on oublie de le dire, en fait. On peut donner de l'info tout de suite. Cet accord, il était bon pour la population, mais il n'était pas bon pour l'État. Aujourd'hui, visiblement, on va faire l'inverse. Un accord qui sera meilleur pour l'État, c'est-à-dire les recettes fiscales, mais moins bon pour la population, qui va voir les produits augmenter. Par contre, le vrai débat, est-ce qu'on a le droit de renégocier tout ça? Je sais pas. Est-ce que c'est vrai? Alors, attendez, l'information. Attends, laisse-le terminer, tu reprendras après. C'est vrai que les économistes... Laisse-le terminer, Hassan. Les économistes ne parlent qu'en temps de crise, je le rappelle. Quand il n'y aura pas de crise, il n'y aura pas de personne à cette On avait de plus en plus Hassan déjà cette émission. J'ai révisé avant de venir. Les lois internationales sont supérieures aux lois nationales en Algérie depuis la Constitution de 1989. C'est-à-dire, pour dénoncer un traité, il faut repartir à la Convention de Vienne, qui permet de renégocier un traité que dans le cas où les conditions préalables au traité ont changé de manière substantielle. Techniquement, l'accord contient les clauses qui permettent de le renégocier. On peut revenir. C'est contenu dans l'accord. Ça s'appelle des clauses de sauvegarde. Ça existe. On va y revenir dans un moment. Je voudrais que tu répondes à ce qu'il vient de dire. Est-ce que c'est vrai? Hassan veut parler des conséquences de la... Justement, je voudrais qu'on réfléchisse en termes stratégiques. Je voudrais que quelqu'un défende. Je voudrais quelqu'un... Oui, bon, ça c'est clair. Vas-y.
Mais je voudrais qu'on réfléchisse en termes stratégiques. C'est-à-dire que, bon, encore une fois, moi, ce que je voudrais dire, c'est que l'accord d'association qu'on a signé avec l'Union européenne, ce n'était pas le premier accord que l'Union européenne signait avec un pays méditerranéen. On a signé un espèce d'accord standard qui a été signé avec tous les pays du pourtour méditerranéen. Avant nous, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, etc., la Jordanie, tout le monde. Je veux dire, bon, d'autres pays encore, beaucoup. Oui, dans le cadre du processus de Barcelone, non, ils ont signé des accords d'association avec chaque pays du pourtour méditerranéen. Bon, tout le monde a signé. Le seul pays apparemment où ça pose problème, c'est l'Algérie. Le seul pays. Bon, alors qu'est-ce que nous disent la plupart des experts, en particulier M. Ben Atallah, que je considère comme notre meilleur expert dans ce domaine, contrairement disons, à ce qui s'est dit autour de cette table, c'est que, j'en ai discuté d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps, une quinzaine de jours avec Abdelatif Ben Achnou, il a exactement le même point, il exprime le même point de vue que M. Ben Atallah, il te dit, notre ancien ministre des Finances. Non, qui est donc le point de vue qui Le point de vue qui consiste à dire, l'accord d'association, c'est quoi l'accord d'association ? L'accord d'association, c'est une zone de libre-échange qui permet, c'est exactement ce que vient de nous dire Choquet Amari, ça permet aux produits de circuler dans les deux sens sans droit de douane. Sans droit de douane, c'est-à-dire que ça fait baisser le prix des produits théoriquement et ça enrichit la population. Est-ce que c'est pas bon ? Est-ce que c'est ça ? Alors, la contrepartie, c'est surtout bon. Ça, c'est surtout bon pour l'Union européenne, effectivement, dans la phase actuelle. Mais il y avait des contreparties dans cet accord. Les contreparties de cet accord, c'était quoi ? C'est, on va favoriser, enfin la logique de l'accord, c'est que ça va favoriser les investissements européens en Algérie. Il va y avoir un large flux d'investissements en Algérie. Il y avait un troisième volet. Par quel mécanisme ? Par quel mécanisme ? Parce qu'ils sont intéressés à venir investir chez nous pour réexporter chez eux, parce que comme il y a plus de barrières douanières, comme chez nous la main-d'œuvre n'est pas chère, l'énergie elle est pas chère, etc., ils ont intérêt à venir. C'est la logique. Non, et il y a un troisième aspect dans l'accord d'association, c'est les aides publiques de l'Union européenne à l'Algérie. C'est le programme MEDA, etc. C'est des dons qui permettent à l'économie algérienne de se mettre à niveau. Une espèce de compensation, quoi. Voilà, qui permet à l'Algérie de se mettre à niveau dans le domaine des PME, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'éducation, etc. Voilà la logique de l'accord. C'est un bon accord parce que, en fait, c'est un bon accord si on l'applique. Si on s'inscrit dans cette logique, qu'est-ce qui a été fait en Algérie ? Alors là, je suis d'accord avec non, Attends, il y a un événement. Il est d'accord avec Ahmed, il faut le laisser parler. Je suis d'accord, oui. Qu'est-ce qu'on a fait ? Quelle est la grande erreur qu'est-ce qu'on a fait en Algérie ? En 2007, c'est ce que vient de dire Kadir Said. En 2007, on applique les accords douaniers, c'est-à-dire la partie qui nous est théoriquement un peu défavorable. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait en 2008 ? On fait le 51-49, le droit de préemption, etc. On bloque l'investissement étranger. Bon, c'est les mesures de 2008, c'est ce que nous ont dit les mesures de 2002. Oui, mais ça a commencé à 2008, etc. On a commencé avec les balances de devises, des trucs comme ça. Bon, si vous cassez la logique d'un accord, si vous appliquez les clauses défavorables et puis vous ne profitez pas des avantages de cet accord, évidemment que vous ruinez cet accord. C'est ce que dit M. Ben Atallah. Alors, pour ne pas minimiser les inconvénients, et c'est le contraire de ce qu'ont fait les Tunisiens et les Marocains qui s'inscrivent pleinement dans cette démarche-là et qui appliquent cet accord. Pour ne pas minimiser ces inconvénients, deux secondes, Abed, pour ne pas minimiser justement ces inconvénients, la question, il vient de relever, tu peux me laisser parler s'il te plaît. Il vient de dire que si on renégocie, 2 secondes, que si on relance... Monsieur Benachou... Non, ça peut pas... Non, ça peut pas fonctionner comme ça. Ça peut pas fonctionner comme ça. Monsieur Ben Atallah a signé cet accord. Monsieur Ben Atallah est un haut responsable algérien. Il connaît le pays. Quand on signe un accord, on est supposé savoir si son pays est capable de l'appliquer ou pas. Monsieur Ben Achnou a été ministre des Finances pendant une bonne période. Il est allé sur une voie. Ensuite, il est devenu conseiller du président. S'il signe un accord, il sait si son pays peut l'appliquer ou pas. Cette mauvaise appréciation qu'ils ont faite nous a menés là. Ils auraient dû, M. Ben Atallah aurait dû dire à l'époque publiquement, voilà ce qu'il en est, d'accord, mais pas aujourd'hui. Très bien. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. On est d'accord là-dessus. Mais pour que les choses soient claires, nous sommes en train de dire aux gens qui nous écoutent que si nous révisons cet accord avec l'Union européenne, les prix vont devenir plus chers et qu'il va y avoir une conséquence sur l'économie nationale. Moi, je me demande si cette question est réellement vraie. Est-ce que c'est vrai, ça ? C'est vrai. Oui, est-ce que c'est vrai ? Et à quelle hauteur ? Est-ce que ça ne va pas simplement
faire en sorte que ces entreprises gagnent moins et moins de manœuvre et moins de marge, moins de marge et peut-être à long terme avoir des taux d'intégration plus importants. C'est quoi la franchise J'aurais voulu qu'on parle de ce sujet. Les abaissements tarifaires de douane, c'est combien? En moyenne, les importateurs, notamment les industriels qui utilisent des intrants, qui bénéficient de franchises, c'est entre 15 et 20% d'avantages douaniers qu'ils ont. On va dire s'ils répercutent sur leurs produits. Ça va être l'augmentation des produits. Alors, c'est impliqué sur une partie des produits qui rentrent. Le reste de leurs coûts, c'est des coûts en dinars, en Algérie. Leur implantation, l'énergie, la main-d'œuvre, tout ça, c'est en dinars. Donc, ça peut intervenir, on va dire, en gros, à hauteur de 5% sur un produit final. Type un jus de NCR Uba, pour ne pas le citer. NCR Uba ne va pas répercuter s'il y a une décote de 20%, une augmentation de ses importations d'intrants de 20%, ça ne va pas augmenter de 20% pour son produit final. Ça va augmenter de peut-être 5%. Mais dans le contexte d'aujourd'hui... Un véhicule, c'est... Là, on parle des produits importés. Oui. Un véhicule, c'est les intrants. Mais les produits finis. Il n'y a pas de franchise sur non, les c'est véhicules. La question, c'est que... Mais l'accord est toujours en vigueur. Oui, mais c'est pas appliqué. Est-ce qu'il peut terminer? Non, je suis désolée, Hassan. Laisse-le terminer 2 secondes. Il termine sur sa logique, s'il te plaît. Vas-y, Hassan. Non, je veux dire que la question, c'est est-ce que est-ce qu'on n'a pas tendance un peu à exagérer le risque inflationniste pour faire peur à la population et c'est une vraie question. C'est logique. C'est une vraie question. Tu augmentes les recettes, les tarifs douaniers. Mais laissez-le terminer. Mais laissez-le terminer. Oui, il a terminé déjà. Non, il n'a pas répondu. C'est moi qui ai posé la question. Il a repris. Il a pas répondu. Effectivement, si vous entendez des chefs, si vous entendez... Exactement, il faut... Parce que ça m'a moule c'est la première fois que je parle autant. Parce qu'on est chez lui, c'est ça. Laisse-le terminer, je te donnerai la parole. C'est Abd qui a parlé plus. Moule ballon. Mais je voudrais te donner une précision technique. Non, vous n'êtes pas sérieux. Pour expliquer comment fonctionne un petit peu cette histoire de tarif douanier, parce que là, il y a des choses qu'on n'a pas compris. Avec les chiffres, avec les tarifs, le démantèlement des barrières douanières en Algérie, il y a un programme, il y a un calendrier. On a commencé tout doucement. Actuellement, en 2015, ça touche quelques produits, un tout petit nombre de produits encore. Le gros a été reporté à 2020, et on entre dans le dur à partir de 2017. Actuellement, les véhicules, il n'y a pas de franchise. Les véhicules, quelqu'un qui importe des véhicules, il paye les droits de douane normal, un truc comme ça. Les véhicules, c'est plus tard, c'est prévu pour la fin de l'accord. C'est un des problèmes d'ailleurs, on a tout reporté à la fin de l'accord. Donc il ne faut pas exagérer. On renégocie à chaque fois pour reporter le gros à la fin. En somme, il ne faut pas exagérer et que nos patrons vont continuer à gagner, peut-être moins, mais ils vont continuer à gagner. Bon, là, pour répondre à la question choquée à Marie, en gros, actuellement, il y a quelques produits. Les productions touchées, il y a l'agroalimentaire, etc. Un petit peu dans l'agroalimentaire, surtout le sucre. On parle beaucoup du sucre. C'est des petits, je ne sais pas, ça leur représente. Voilà quelques produits comme ça. Bon, un petit peu, voilà, agricole et agroalimentaire. Ça représente 5%. Ça représente 5% de notre commerce extérieur, et c'est 5% de 5%. C'est 5% de 5%. On va s'arrêter un petit moment et on revient tout de suite après. Vous êtes encore avec nous. Merci de nous retrouver. On va continuer ce débat animé et très intéressant autour. On s'est calmé, oui. Autour de nos échanges avec le reste du monde et notamment avec l'Union européenne. Alors, ma question, on va faire un peu dans la continuité. Tout est lié finalement. Ma question, c'est est-ce que l'Algérie est en position de force aujourd'hui pour négocier? Est-ce qu'elle peut engager un bras de fer, sachant que ce qu'elle vend aujourd'hui, notamment à l'Europe, est menacé? Le gaz. Oui. Enfin, on peut dire que ça tombe pas très bien. Le gouvernement, le président de la République a réuni un conseil d'énergie restreint. Je ne sais pas quelle est l'appellation qu'il a donnée à cette réunion où le général Gaïd Saleh a participé. On se posait des questions sur sa participation parce que elle peut être justifiée si c'est le conseil de l'énergie. Mais si c'est une réunion technique, bon. C'est normal, le conseil de l'énergie. Il consomme beaucoup d'énergie. Donc l'Algérie, il y a beaucoup d'alertes. Je vais faire vite. Il y a beaucoup d'alertes. Il y a une alerte, c'est la consommation domestique. On risque de ne plus pouvoir exporter beaucoup de milliards de mètres cubes de gaz à 2030 parce que la vitesse d'augmentation de la consommation interne est très forte. Il faut s'attendre à ce que le gouvernement prenne la décision de couper des programmes de connexion à des villages qui espéraient avoir le gaz.
L'une des premières mesures, parce que M. Boutelfa a donné le seuil au-delà duquel le taux d'accordement ne passera pas. Il a parlé d'asymptote à 68%, M. Boutelfa, président de Sonelgaz, 68%. Je pense que c'est une manière de préparer les Algériens. Il y aura 32% du pays, du résidentiel, qui ne recevra pas le gaz naturel. Cela dit, c'est tout à fait soutenable économiquement. On peut trouver des solutions alternatives, notamment avec le renouvelable pour ceux qui sont isolés, etc. Bien. Donc ça, c'est la première décision à laquelle il faut s'attendre. C'est déjà le cas. Hein. Il y a des villages qui sont alimentés en solaire. Heureusement. L'autre gros problème, c'est les parts de marché sur le marché européen. Et M. Nordin Aydlaoussine, ancien ministre de l'Énergie, a fait une intervention remarquable à ce symposium de l'industrie du gaz la semaine dernière à l'hôtel Sheraton. Et il a dit qu'il fallait s'attendre dans les mois et les années qui viennent à une guerre des prix pour le gaz. La Russie et le Qatar se préparant à faire la même chose que l'Arabie Saoudite pour le pétrole et sur le marché européen. Et donc l'Algérie, là aussi, n'est pas très préparée pour défendre ses parts de gaz. Ça signifie quoi, défendre ses parts de gaz? Ça signifie être plus souple dans les accords commerciaux, donc accepter des baisses de prix supplémentaires. Déjà, le prix est déprimé, accepter des baisses de prix supplémentaires. Donc, pour répondre à ta question, Souhila, c'est peut-être le plus mauvais des moments pour engager un bras de fer avec l'Union européenne. Mais je n'ai pas envie de démoraliser dans les chaumières. Non, il faut pas. On ne peut pas continuer à dribbler. La réunion qui a eu lieu, ce n'est pas une réunion du Conseil national de l'énergie. Non. Voilà. Il y a une institution dans ce pays qui est supposée réfléchir à un dossier, faire des propositions. Elle n'a pas été réunie. Donc, on continue dans l'informel. Il faut regarder la photo de la réunion. Elle est très intéressante. Le ministre de l'Énergie, il est au bout de la table. C'est le type qui ne compte pas du tout. Je peux ajouter que son nom n'a pas été cité dans le communiqué officiel. Donc, voilà. Donc, la décision se prend ailleurs. Pareil Auchan, c'est quelqu'un qui est complètement transparent, il n'a aucune existence, il n'a rien dit, il n'a aucune idée, etc. Mais ce qu'on note sur l'Union européenne, c'est que l'Algérie perd des parts de marché, mais il y a un problème, c'est que l'Algérie n'a plus de gaz à vendre. La production baisse, la consommation augmente. Donc on a moins de gaz à placer. C'est un moment qui est très favorable à l'Algérie, que l'Algérie n'est pas en mesure de saisir. Pourquoi ? Parce que Bruxelles vient de sortir un rapport. En gros, en deux mots, l'Europe voulait diminuer sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. Ils sont en train de constater que leur dépendance augmente et qu'elle a dépassé ce que l'Europe considère comme un seuil dangereux. Ils cherchent des alternatives. Et l'Algérie n'est pas cette alternative parce qu'elle n'a pas de gaz. Dans le communiqué, ça permet de regarder deux points. L'exploration pour le gaz de schiste, ça va revenir très bientôt sur la table. Et le deuxième point, le communiqué ouvre la porte, ouvre la voie à une deuxième augmentation de l'électricité, du gaz, etc., en parlant de rationalisation. Le problème, c'est que ce sont des mesures techniques qui ne s'inscrivent pas dans une démarche politique. Elles ne sont pas dictées par une vision des choses, elles sont dictées par le souci de faire face au déficit budgétaire, ce qui n'est pas une solution. Alors, sur la question du gaz de schiste, on va revenir là-dessus. Sonelgaz a décidé de recourir à de l'emprunt international. Attendez, puisqu'ils ont baissé les alimentations en gaz de ville, qui m'octroient, il n'y a plus vraiment de production. Ça se fait juste à la consommation. Non, j'aimerais bien savoir. Dans le cadre de Chaouir. Mais moi, je voudrais vous livrer un scoop. Parce que cette émission, il faut quand même qu'il y ait des scoops. Donc aujourd'hui, il y a des négociations qui sont en cours entre l'Algérie et l'Union européenne. C'est des négociations officielles avec un mandat du président de la République, etc. Bon, le scoop que je vais vous livrer, c'est qu'il n'y aura pas de rupture de l'accord d'association. Contrairement à ce qu'ont annoncé les journalistes. Des journalistes hier, il n'y aura pas rupture de l'accord d'association, remise en cause de l'accord d'association. Il va y avoir, disons, il n'y aura
aura pas de clash, etc. Il va y avoir, on va assister à ce que j'appelle, moi, une application molle de l'accord d'association au cours des prochaines années. Application molle, ça veut dire que l'Algérie est en train de se soustraire, de s'affranchir d'un certain nombre des contraintes de l'accord d'association. Elle a commencé en 2009 avec le droit de préemption et 51-49. C'était en contradiction totale, absolue avec l'accord, avec un accord international signé par... Bon, elle est en train de s'affranchir encore plus aujourd'hui avec les quotas d'importation qui imposent des restrictions quantitatives à l'importation. C'est en contradiction totale avec l'accord d'association. Les Européens ne sont pas d'accord, mais on continue d'appliquer l'accord d'association, etc. Bon, on continue. Bon, donc on va avoir un accord d'association appliqué des deux côtés de façon relativement molle avec des négociations en cours. Sur la question du Conseil de l'énergie, de la liaison avec la question. Enfin, alors on me dit moi, je veux bien qu'on dise que c'est une réunion informelle, mais enfin, c'est quand même le président de la République, le gouvernement, etc. Bon, je ne sais pas qui c'est qui manque. Bon, c'est pas le Conseil de l'énergie. Bon, c'est pas le Conseil. Je veux dire, on ne va pas faire de. On va pas couper les cheveux en quatre. Je veux bien que Monsieur le ministre de l'énergie était au bout de la table, etc. Bon, je ne sais pas moi qui place les gens autour de la table, mais je veux dire. Moi, ce que je constate, c'est quand même, ça fait quand même 5 ans, moi, que je participe à des émissions à Maghreb émergent, et qu'on écrit des articles sur la politique énergétique à Maghreb émergent, et qu'on a des invités à Maghreb émergent spécialisés en énergie. Depuis 5 ans, ils nous disent il faut réunir, il faut quand même qu'on ait une politique, il faut qu'il y ait une volonté politique qui s'exprime sur un certain nombre de sujets clairs en matière de politique énergétique. Bon, hier, il y a un conseil, il y a quelque chose qui ressemble au Conseil de l'énergie qui s'est réuni, qui a pris des mesures dans 3 domaines fondamentaux. C'est les 3 domaines fondamentaux dont tout le monde parle depuis 5 ans. C'est le développement de l'exploration, de l'exploitation des gisements gaziers, y compris ceux qui sont découverts. 2, les économies d'énergie. 3, le développement des énergies renouvelables érigées au rang de priorité nationale. Bon, il y a des décisions qui sont prises comme ça. Il y a quelqu'un comme Nazim Zouiwesh qui est censé être le conseiller en matière d'énergie, ancien PDG, qui est censé être le conseiller de Ali Benflis sur les questions énergétiques, qui fait partie de son staff. Et hier, il s'est exprimé en disant c'est une réunion très très importante. Elle a pris des décisions extrêmement importantes dans les 3 domaines fondamentaux qui sont les économies. Il dit une chose qui est intéressante, c'est cette histoire de part de marché. Il ne faut pas que l'Algérie perde ses parts de marché. Est-ce que ça veut dire que, à travers le message, que ça veut dire qu'il faut investir, reprendre les investissements, continuer à explorer, reprendre les explorations, la recherche, le développement des ressources, ça demande de l'argent. Avec quel coût est-ce qu'on va le faire? C'est la grande question qui se pose. Oh, oui. Si on veut récupérer des parts de marché, il faut investir. En fait, c'est la question du comment. C'est-à-dire que Hassan essaie de nous rappeler effectivement que, enfin, au niveau de l'État, on a pris conscience qu'il fallait prendre à bras-le-corps cette question de la stratégie énergétique, qu'on ne peut pas confier juste à des techniciens dans le secteur de l'énergie, des techniciens qui savent que aller chercher du pétrole et du gaz et essayer d'extraire et de le vendre, mais d'essayer de réfléchir de manière globale, stratégique, etc., compte tenu des enjeux et des challenges. Bien. Effectivement, on peut considérer avec M. Zouiwesh que c'est important. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui pose problème, par contre, Abd a raison de pointer le détail, c'est que les acteurs qui peuvent mettre en œuvre une nouvelle politique ne sont pas là. Enfin, un des acteurs, c'est le ministre de l'Énergie. Et il y a un problème. Un des acteurs, c'est Sonatrach. Il y a un problème. Un des acteurs, c'est Sonelgaz. Sonelgaz ne veut pas du renouvelable. Il y a un problème. À ce niveau, compte tenu des prix actuels, Boutelfa dit renouvelable, c'est pas bon. Donc, je peux pas. La somme des problèmes pour mettre en œuvre une politique qui est en fait une réaffirmation de la politique. Je cherche un peu le communiqué, on a réaffirmé des choses qui ont été déjà dites. Sauf peut-être ici, le renouvelable, et puis les économies d'énergie. Bon, si on parle, c'est du verbiage, il faut taper dans les prix. Oui. On le sait, ça aussi on le dit beaucoup. On a commencé bien. Voilà, alors, donc, la mise en œuvre d'une stratégie qui est déjà mal définie, la mise en œuvre, on n'a pas les gens pour le faire. C'est ça le problème. Et c'est tout aussi important que la réunion. Et voilà, tu ajoutes toi aussi, effectivement, la contrainte des moyens. Ça va coûter. On n'a surtout pas les institutions. Les institutions qui... Sauf si on veut parler du renouvelable gaz, le détail. On peut imaginer un prix de l'énergie multiplié par 4. C'est jouable. Mais quelles sont les conditions? Il faut le mettre au prix international. D'accord? Le carburant et l'électricité, il faut les mettre au prix du marché international. L'essence vaut $1, c'est 100 dinars. D'accord. Mais quand tu fais ça, il te faut un ministre de la solidarité nationale qui ne s'occupe pas des couffins du Ramadan, qui
l'argent qu'on va gagner pour économiser de l'essence et du gaz, il va trouver des formules pour le réinjecter, pour le redistribuer à ceux qui en ont besoin. Donc tu as un système qui est extrêmement complexe pour ramasser l'argent et le redistribuer, mais dans l'efficacité. Aujourd'hui, tu es pour une nouvelle augmentation du prix de l'essence? Non, quand on aura ce système-là, chauffe. Tu achètes la bonbonne de gaz à 200 dinars. Gaz, tu la payes à 200 dinars. Si tu la vends aux Chinois, tu la vends à 1000 dinars. Ça veut dire que l'État algérien te donne 800 dinars. Moi, je voudrais que cette bouteille de gaz soit vendue aux Chinois, que nous, on mette une installation pour l'énergie solaire. Donc, l'investissement de départ sera un peu élevé, mais on aura cette énergie gratuite à l'intérieur et on continuera tout le temps à vendre du gaz aux Chinois pour amener des devises. Mais pour pouvoir le faire, il faut une révision fondamentale des prix et le problème aujourd'hui, c'est que nous avons 20 ans de retard sur la mise en œuvre, sur la mise à niveau des institutions. Tous ces mécanismes qui sont à mettre en place, ils sont morts, mais qu'est-ce? Alors, je crois que là-dessus, on est tous d'accord. C'est pour ça qu'on essaye d'avancer, d'évoluer sur le sujet, essayer de comprendre ce que compte faire l'État. Bouteflika nous dit il faut activer la recherche, il faut exploiter, il ne faut pas perdre des parts de marché, d'autant qu'il y a un rapport qui vient de nous dire récemment que le pétrole, notamment chez Kipril, qui a refait surface, qui nous dit que le prix du pétrole va augmenter à nouveau et que ceux qui n'ont pas investi parce qu'ils n'avaient plus d'argent à un moment vont perdre leur part de marché. Bouteflika semble avoir écouté et dit aujourd'hui il faut exploiter, il faut continuer à investir. Mais la question c'est avec quoi ? Est-ce que Sonatrach, on a posé la question la semaine dernière, a les moyens aujourd'hui de subvenir à ses coûts ? Est-ce que l'investissement, on parlait de gaz de schiste, il faut peut-être revenir un peu sur cette politique ? C'est jouable, c'est possible Sonatrach peut trouver les moyens pour investir. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand le président Bouteflika a dit il faut investir, il faut faire de la prospection, etc. Son objectif, c'est quoi ? Son objectif, c'est pas rééquilibrer l'économie. Ça ne l'intéresse pas. Non. Son objectif, c'est comment ne pas être inquiété. Lui a un regard, nous, on a un regard. Il faut se mettre à sa place. Pourquoi il ne l'a pas fait depuis 15 ans ? Voilà, c'est le regard, c'est l'objectif, c'est ça qui est fondamental. Moi, je voudrais donner une précision. C'est vrai que mettre en œuvre la politique dont on est en train de parler, celle qui a été définie hier au Conseil de l'énergie, conseil restreint consacré à l'énergie, en présence du président de la République et du ministre de l'énergie, etc., et du Premier ministre, c'est vrai que ça coûte de l'argent, mais il y a aussi des mesures qui ne coûtent pas d'argent. Je veux dire, il faut quand même expliquer aux gens. Il y a quelqu'un qui fait... Il y a un monsieur qui s'appelle Chemseddine Chitour, qui est professeur de la Polytechnique et qui est l'un de nos meilleurs experts depuis des décennies et des décennies en matière d'énergie. On peut ajouter qu'il est membre de la task force. Et voilà, c'est ce que je voulais dire depuis quelques mois. Est-ce que je peux terminer une phrase? Voilà. Alors, ce monsieur... C'est du solaire. C'est du solaire, justement. Alors, ce monsieur-là, depuis quelques mois, il fait partie d'une équipe, disons, de conseillers qui ont été rassemblés autour du Premier ministre, avec d'ailleurs un certain nombre de spécialistes qu'on a reçus, nous aussi, ici, dans le domaine de la finance, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine qui sont des partisans depuis une dizaine d'années qui animent, disons, le débat économique national, comme, disons, Lamiri, comme Adel Bouakaz, etc. C'est des gens qui sont en train, apparemment, de conseiller le Premier ministre et de proposer une stratégie économique globale, disons, au gouvernement, de lui tracer un cap, disons, une stratégie. Bon, c'est en tout cas pour ça qu'ils ont été réunis, semble-t-il. Bon, Monsieur Chitour, qu'est-ce qu'il nous dit, lui, puisqu'on parle d'énergie, et que c'est le spécialiste, apparemment, des questions énergétiques dans la task force, puisqu'il y a que lui, apparemment. Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit depuis des années? Il nous dit, notre principal gisement, le principal gisement d'énergie qu'on a en Algérie, c'est pas le pétrole, c'est pas le gaz, c'est les économies d'énergie. Bon. Pourquoi c'est les économies d'énergie? Il faut donner des chiffres aux gens. Choqué Amari a raison. Il faut expliquer aux gens qu'en Algérie, on a du pétrole et du gaz. Ce qui nous rapporte le plus d'argent, c'est le pétrole encore, contrairement à ce qu'on pense. Il faut que les gens sachent qu'il y a la moitié du pétrole extrait, plus de la moitié maintenant, extrait par Sonatrach qui va directement dans les pots d'échappement. Il y a plus de la moitié de notre pétrole. Ça, c'est des chiffres 2013-2014. Comme depuis
la production a diminué et la consommation a augmenté. Maintenant, on est à plus que la moitié. On a plus de la moitié du pétrole qu'on extrait du Sahara, que son attraque extrait, qui passe directement dans les pots d'échappement. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rouler en vélo. Il faut pas rouler en vélo, mais il faut commencer. Peut-être qu'il faut aller à pied. En tout cas, il faut commencer. Mais il faut commencer. Comment il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais aller à pied le khadma. Il faut commencer à faire il faut commencer à faire des économies d'énergie. Comment on fait des économies d'énergie, à votre avis? En disant aux gens, c'est pas bien de consommer le pétrole? Non, c'est en augmentant les prix de l'essence. Eh ben, on a commencé à le faire dans la loi de finances 2016. Ça fait pas longtemps. On est à fin février, ça fait 2 mois. Si je peux me permettre, là, Chouk et Ammar est mal à l'aise. Là, ils se sont piégés. Il a été amené dans une émission. On réclame la hausse des prix. Et là, la hausse des prix, l'économie, la valeur. Non, bon, pour revenir à... Les économies d'énergie, comment on fait? L'histoire de solaire... comment on fait les économies d'énergie? On oublie quelque chose qui m'appelle que la stratégie, c'est pas que des visions. Il faut que le solaire, il soit à disposition de tout le monde. En Bolivie ou là au Mali, le panneau solaire, il te baffe strog. 1 kilo automatique, un panneau solaire, un tuyau d'échappement. Là, en Algérie, il n'y a pas... Dans les supermarchés. Va acheter un panneau solaire en Algérie. Mais commence par ça déjà. Non, le panneau solaire, il doit être un élément populaire, vulgarisé, nous habituer. Non, en Algérie, moi j'ai fait une prospection. Parce que le reste, c'est personnel. Non, j'ai fait une expérience. Je rappelle que c'est pas avec Zouéouch que les prix du gaz vont s'envoler. Avec une expérience personnelle que j'ai faite, le panneau solaire aujourd'hui n'est pas intéressant pour un agriculteur. Bien sûr. Même s'il est très grand. Tu fais un lampadaire, tu allumes une télé. C'est pas intéressant sur le plan économique, sur le plan du coût, c'est pas intéressant. Les panneaux solaires à Médélo au Mali, avec 150 watts, tu vas dire 50 €. Mais attends. C'est parce que l'électricité publique est très chère. Je te parle en Algérie. Il y a une aide, de l'État. Pour une maison, petite maison, 3 pièces. Petite maison dans la campagne, 3 pièces, il te faut un investissement de 400 à 500 000 dinars en Algérie. 500 000 dinars, c'est ta consommation en électricité pour un siècle. Pourquoi tu vas mettre un panneau solaire? Je conteste les chiffres, monsieur. Non, je te dis, c'est le panneau qui est cher. Le baril, c'est une batterie d'automobile, tu me sais bien. Les panneaux, c'est 500 000 dinars, c'est 10 000. Pourquoi les gens le font pas? On ne va pas remettre en cause les expériences. Je suis allé au salon des énergies renouvelables à Oran. Je voulais acheter des panneaux solaires pour ma maison. J'ai demandé des factures pro forma. Ils sont trop chers, hein. Au Mali, 150 watts. Mais c'est ce qui est en train de dire. Ah oui, 50 €. Il faut qu'on s'écoute un peu. Moi, je parle de l'Algérie. Voilà le problème. On dit la même chose. Il faut que les panneaux deviennent abordables. C'est là que l'État devrait aider. C'est là que l'État devrait aider. Vous avez parlé de chiffres. Moi, j'en ai retenu un. Réduire 9% de la consommation de l'énergie d'ici 2030, ça c'est l'objectif de l'État. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Il donne quelques éléments. Après, il faut fouiller. Ça n'a pas de sens. La conversion au GPS de 20 000 autobus, l'État pense y arriver ainsi. L'isolation thermique avec les 100 000 logements, je ne sais pas s'il parle des logements sociaux. Mais dans l'absolu, qu'est-ce qui va se passer d'ici 2030? On va construire 3 millions ou 4 millions de logements supplémentaires. On va avoir 5 millions de véhicules supplémentaires. On va avoir une industrie qui va consommer, si les plans sont respectés en termes de croissance, on va avoir une industrie qui va consommer 5 ou 6 fois plus d'électricité. Donc, les économies d'énergie d'un côté, mais l'expansion démographique, urbaine et économique de l'autre côté fait que, voilà, on ne peut pas avoir cette baisse chaque année, c'est pas possible. Bon, c'est un sujet très intéressant. J'étais sûre qu'on n'allait pas arriver au bout. Qui demande beaucoup d'énergie. Ouais. Et dommage, on ne fonctionne pas au panneau solaire. Donc on ne parle pas du bombardement de la Libye? Non, ni du bombardement de la Libye, ni de ce projet ambitieux, j'allais dire, des énergies renouvelables. Je voulais savoir si tout ce qui était dit était faisable, notamment par rapport à ces chiffres, les 27% de la production globale d'électricité d'ici 2030. C'est intéressant. Desertec qui a été abandonné. Oui. Qui avait été lancé par l'ancien gouverneur. Moi, je demande juste on en reparlera les prochaines émissions, CCP, je vous promets. On ne parle plus des gens qui tiennent un discours et qui ont fait l'inverse quand ils étaient aux affaires. Ça va être difficile parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Non, ils nous fatiguent. Bon, alors, c'est fini?
Voilà, merci de nous avoir prêté attention. Merci de continuer à nous être fidèles. Merci de nous retrouver jeudi prochain. On sera là, Inch'Allah, pour vous accompagner. Très bonne semaine, bon week-end et à bientôt. Au revoir. Et roulez en vélo.